Tous raccordables en 2025, ce qui aurait pu être l'autre formulation de cette question, tous raccordables en 2025, c'est notre objectif, c'est celui du président de la République, c'est celui aujourd'hui qui est vérifié dans 23 zones RIP départementales. On aimerait bien qu'il en soit de même dans les zones AMI et dans les zones très denses. J'ai cru comprendre que ce n'était plus l'objectif de certains acteurs du marché et qu'il fallait que durablement une partie de la population française se contente de solutions alternatives à la fibre optique, ce qui n'était pas le deal de départ. Peut-on concilier déploiement en un temps record et qualité? J'en suis convaincu. J'en suis absolument convaincu. Ce n'est pas un problème. Si on regarde par exemple le déploiement sur... alors je vais faire des jaloux dans les membres de la VICA, mais la fibre numérique 5962, très gros volume de prise, ça a été réalisé très rapidement. La région Grand Est, est pareil, est partie assez tardivement par rapport à d'autres territoires et elle aura terminé, fin d'année, début d'année prochaine. Tous les départements, même les plus ruraux de la région Grand Est, seront terminés. Si je regarde la Corrèze, le gros du déploiement a duré 3 ans. Voilà. Et donc, la qualité est au rendez-vous. Il ne faut pas confondre le mode stock et la qualité des réseaux. Ce n'est pas parce que les raccordeurs des opérateurs démolissent les réseaux des collectivités ou des opérateurs privés en zone AMI que ce sont des réseaux mal construits. Ça n'a rien du tout à voir. Donc c'est deux choses différentes, vraiment. Donc oui, c'est possible. Un plan France Usage et services numériques est-il nécessaire? Alors oui, alors juste je vais faire de la pub pour la VICA. C'est un plan territoire durable et connecté qu'il nous faut. C'est un plan que nous avons proposé au gouvernement dès 2020 et finalement qui se retrouve peu ou prou avec des améliorations, avec de nouvelles composantes qu'on accueille très favorablement dans le rapport de Valérie Nouvel. Et oui, il est nécessaire. Pourquoi il est nécessaire? Très rapidement. Regardez ce qui s'est passé sur le plan France Très Haut Débit. Au départ, les collectivités, elles avaient commencé à partir sur le FTTH, mais les uns à l'échelle d'Interco, les autres juste sur une commune, le troisième pour un petit village parce qu'il y avait un gros village parce qu'il y avait une opportunité, et puis avec des architectures différentes, etc. Donc oui, il y a un foisonnement, mais il n'y a pas d'effet de masse, il n'y a pas d'effet de masse qui permet de faire baisser les coûts et d'avoir des prestations et d'avoir des réseaux qui sont interopérables. Donc le plan France Très Haut Débit a ce grand mérite d'uniformiser les procédures des collectivités, d'uniformiser les architectures de réseau, d'uniformiser les matériels employés pour avoir finalement des réseaux qui, peu ou prou, sont les mêmes d'un département à l'autre. Eh bien, pour les usages et les services numériques, donc tout ce qui est territoire connecté, on doit aller vers la même chose. Il y a eu ce foisonnement, il y a des collectivités pilotes qui ont montré la voie, qui ont montré d'ailleurs aussi bien leurs réussites que leurs échecs. Donc maintenant, nous devons avoir un plan qui coordonne tout ça, qui fasse en sorte que ce ne soit pas uniquement les grandes métropoles qui soient servies, mais aussi les territoires les plus ruraux. Ah mais les deux, mon capitaine, la légende qui dit que on est contre le mode stock au niveau de la VICA, c'est faux. J'ai repris les articles qui avaient été publiés par mon prédécesseur à la VICA. Il y avait un scepticisme. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on invente en France qui n'existe nulle part ailleurs au monde? Donc c'était juste des interrogations. Mais après, il n'y a pas eu de remise en cause. Je vais juste vous dire une petite anecdote. Les opérateurs nous ont toujours dit qu'ils viendraient en mode stock. Voilà. Simplement, ils ne venaient pas sur les réseaux des collectivités, les grands opérateurs. Donc nous, on réclamait, venez, 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 venez. Et les premiers qui sont venus, on savait qu'ils viendraient en mode stock. Je me souviens très bien, c'était dans un département membre de la VICA, qui nous dit, ça y est, j'ai le premier opérateur qui arrive sur nos réseaux. Et donc c'était tout le monde, ah putain, purée, t'as de la chance, il faudra couper la grossièreté, purée, t'as de la chance, c'est formidable, on aimerait bien être tous comme toi. Un mois après, c'est une catastrophe, ils sont en train de tout casser. Voilà, en un mois de temps, les raccordeurs en mode stock étaient en train de démolir un réseau qui n'avait pas été touché par le mode EI. Donc voilà, le mode EI fonctionne mieux, les opérateurs ont décidé de boycotter, grand bien leur face, mais à condition que ça ne fasse pas grand mal à nos réseaux.
Voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on critique ce mode stock, surtout dans la manière dont les opérateurs commerciaux, les 4 OSEM, le mettent en œuvre. Mais en soi, s'il était bien mis en œuvre, s'il ne se traduisait pas par une dégradation du vandalisme, il n'y a pas d'autre mot, de nos réseaux publics, hein, les réseaux qui ont été construits avec l'argent du contribuable, ça irait crème. Non. Les usages et services numériques ne remplaceront pas le service public. Les usages et services numériques sont une composante du service numérique, du service public. Les usages et services numériques sont une forme d'accéder aux citoyens en lui apportant par un autre biais, plus rapidement, plus simplement, sans qu'il ait besoin de se déplacer, des services assez simples, voilà, et ça lui simplifie la vie. Et puis ça simplifie aussi la vie côté, bien évidemment, de l'administration. Mais il y aura toujours besoin du lien, il y aura toujours des choses que vous ne pourrez pas enlever, et il y aura toujours des, un besoin à un moment donné, même dans un service très dématérialisé, d'une étape. Je pense par exemple à la dématérialisation, d'ailleurs qui n'est pas tellement aboutie. Hein. Donc il y aura toujours une petite étape, donc ce ne sera pas remplacé direct. Et puis ne pas oublier hein, les quelques 17 millions de Français qui pour l'instant sont éloignés du numérique. Donc rien que pour eux, de toute façon, il faudra les maintenir. Le numérique est-il la solution à la problématique environnementale des territoires? Alors, ce n'est pas la solution, c'est une solution. C'est un élément de la solution. Le numérique a d'abord, ne pas oublier, un impact négatif. Hein, le stockage, la consommation. Donc même si le ministre Jean-Noël Barrot l'a dit tout à l'heure, sur la consommation énergétique, la fibre c'est mieux que le cuivre, c'est évident, mais après on stocke beaucoup plus de données, enfin voilà, je ne vais pas refaire tous les rapports qui ont conduit au vote de la loi Rennes, c'est juste que potentiellement si on regarde le numérique, si je regarde mon téléphone, qu'il va bientôt falloir que je change alors qu'il n'a que 7 ans, ce qui pour certains est déjà très vieux, mais ce qui pour moi est vraiment très jeune, voilà, on sait tous, mesure tous l'impact de cela. Ensuite, il faut voir tous les avantages. Et donc là, notamment au travers des territoires connectés, au travers de tout ce qu'on peut avoir au niveau des capteurs qui peuvent nous renseigner en temps réel, qui peuvent nous informer, nous alerter, on peut avoir des choses absolument extraordinaires. Je reprends un exemple peut-être le plus marquant qui m'a été donné, mais on pourra en trouver plein d'autres. C'est les caméras de détection automatique des départs de feu. Avec le réchauffement climatique, avec les sécheresses, la sensibilité à l'incendie de notre territoire ne va faire que s'accroître. Voilà. Et donc la détection des feux au tout début est primordiale avant que le feu devienne incontrôlable. Et bien aujourd'hui, clairement, les outils numériques, par ces caméras qui sont en plus, qui se parlent entre elles grâce à l'intelligence artificielle, qui sont capables de trianguler, mais aussi d'analyser. Moi, j'ai l'impression de voir un feu de forêt. Non, c'est pas un feu de forêt, c'est juste un brouillard. De mon côté, ça paraît comme étant pas un feu, etc. Et tout. Donc, cette intelligence va permettre en plus de limiter les fausses alertes, les faux déplacements. C'est par ce genre d'innovation-là, et pas que, hein, c'est un exemple que je donne parmi des dizaines d'autres, c'est par ce genre d'innovation-là que le numérique va être une solution importante à nos problématiques environnementales. Mais ne comptons pas non plus trop exclusivement sur le numérique. Sommes-nous prêts pour la fermeture du cuivre? Question compliquée. Je ne vais pas appuyer sur le buzzer quand même. Je vais répondre. On est prêt dans beaucoup d'endroits du territoire. On est prêt lorsque, sur certains territoires, on a la complétude des déploiements FTTH. C'est la première des conditions. Il faut avoir réussi le FTTH pour réussir la fermeture du cuivre. Donc, dans les communes, quand vous avez une couverture intégrale, ça passe. Et ça passe même plutôt facilement. Si vous ajoutez à ça une forte pénétration déjà du FTTH, c'est bon. Si vous rajoutez de la cerise sur le gâteau, pas de problème de raccordement, j'en reviens à mes problèmes de mode stock, là, tout va très bien. Donc oui, nous sommes prêts. On est prêts, on va y arriver. Mais il y a quand même encore beaucoup d'obstacles. D'abord parce que
des communes sont très très loin, y compris des communes de la zone très dense, sont très loin de la complétude. Paris récemment a dit non, je refuse que les déploiements soient lancés sur, sur Paris, que la fermeture du cuivre soit lancée sur Paris, parce que les déploiements ne sont pas terminés et parce qu'on a trop de plaintes de gens qui disent qu'ils ont des coupures, que les raccordements sont mal faits, qu'il y a des arrachages de câbles permanents, etc. Et tout. Donc voilà un exemple. Donc il y a des endroits, il y a des territoires aujourd'hui qui s'opposent à la fermeture du cuivre, mais pas sur le principe de la fermeture du cuivre, ça tout le monde est d'accord, pas sur le mode opératoire, voilà, les étapes, fermeture commerciale, fermeture technique, non, c'est les motivations essentielles pour le moment, c'est absence de complétude, qualité du cuivre, et puis bon, d'autres sujets plus diffus, de problèmes de communication, c'est pas non plus aux collectivités de porter toute la communication sur la fermeture du cuivre, mais plutôt à une structure nationale où il y aurait l'État et les opérateurs dedans. Donc j'ai envie de dire, on est presque prêt, mais il y a encore quelques cailloux plus ou moins gros. 3 mots pour conclure. Les questions, elles ne sont pas vite répondues, comme vous avez pu le constater. Bon, désolé pour ce mauvais jeu de mots, mais on a tellement de sujets sur ici autour du numérique. On revient toujours quand même sur les mêmes. On revient toujours sur qualité des déploiements, sur les problèmes de raccordement, sur la complétude. J'ai envie de dire, quelqu'un qui serait tombé dans le coma en 2020 et qui assiste au discours aujourd'hui, qui se réveille aujourd'hui, puis qui vient assister au discours aujourd'hui en 2023, il aurait l'impression que rien n'a changé. C'est toujours les mêmes problèmes de complétude, c'est toujours les mêmes problèmes de qualité des réseaux. C'est toujours les réseaux, en fait, qui occupent 100% ou 99% du champ, alors qu'il y a plein de choses à dire sur les usages. Il y a plein de choses à dire sur la cybersécurité. L'inclusion numérique devrait être un de nos soucis prioritaires avec la cybersécurité. Mais finalement, c'est relégué derrière à cause des problématiques réseau. Je vous remercie.